Bonjour et bienvenue. Le récit d'aujourd'hui nous vient du peuple Evenk. Les Evenks sont un petit sous-groupe d'environ 40 000 personnes du groupe plus vaste des Toungous et ils vivent en Sibérie entre la Russie d'une part et la Chine de l'autre. C'est un peuple nomade, éleveur de rennes et quand je vous dis ça, vous pouvez imaginer à quel point ces gens ont pu souffrir dans leur histoire d'être entourés par ces deux grands géants que sont la Chine et la Russie. À l'époque soviétique, la collectivisation des terres a pratiquement fait disparaître cette population. On a eu le même phénomène du côté ouest avec la culture Sami. Je vous ai déjà parlé un petit peu de cette culture dans un précédent récit de ce calendrier. Les Samis d'ailleurs sont aujourd'hui à peu près au nombre de 40 000, comme le sont les Evenks. Les Samis sont répartis entre la Norvège, la Suède, la Finlande et à l'origine également la Russie. Mais avec les sovkhozes, les kolkhozes qui les ont complètement décimés, ils ont dû fuir ou s'assimiler, si bien qu'en Russie, il n'y a quasiment plus de Samis. Ils sont très peu nombreux, je pense à peine 1000 ou 2000 grands maximum, on les appelle les Samis Skolt, et tous les autres vivent du côté scandinave. À l'est, pour le peuple qui nous occupe aujourd'hui, les Evenks, la situation a été tout aussi dramatique. Aujourd'hui, les 40 000 représentants de cette culture qui survivent sont toujours des éleveurs de rennes nomades qui vivent dans une très grande précarité et qui de plus ont vu leur environnement particulièrement saccagé par l'industrie du géant russe et du géant chinois. D'énormes pipelines qui acheminent du gaz et du pétrole traversent leur territoire. Le réchauffement climatique qui a fait fondre des parties entières du permafrost libère des gaz toxiques. Bref, aujourd'hui, la vie des Evenks s'éloigne de plus en plus de celle qu'ils ont pu connaître dans les siècles de leur histoire, une vie en relation étroite avec une nature d'une très grande richesse. C'est vers cette période de leur histoire que nous allons revenir aujourd'hui, à l'époque où les Evenks communiquaient avec les animaux, avec les esprits de leur nature. Et ce récit s'intitule « Éclosion d'un grand chaman ». Le chasseur avait croisé un arbre foudroyé. Il l'avait salué pour signifier à l'esprit venu se loger après le grand nettoyage de la foudre qu'il l'avait vu et qu'il l'honorait. Un tétras à bec noir sortit sa tête d'un trou au pied de l'arbre blanchi, évoquant à l'instant même à l'imaginaire du chasseur l'oïbon, ce trou que l'on fait dans la glace pour pêcher, ainsi que le disque que le chaman utilise pour rejoindre le monde aquatique. L'esprit avait donc pris les traits de l'oiseau aux sourcils rouges pour rendre à l'homme son salut. Il tendit son cou vers le ciel, claqua plusieurs tac-tac-tac, auquel répondit le claquement des tendons du renne monté par l'homme. Les trois êtres vivants s'étant salués, l'oiseau croqua un bourgeon de bouleau et les deux autres traversèrent la clairière sans se retourner. L'homme qui allait ainsi n'était pas un chaman, un fou guéri. Les nomades qu'il croisait pensaient le contraire, car il avait le regard de l'aigle et il était sage. Cela suffisait pour qu'on le respecte. Non, il revenait simplement d'une course. Il était allé offrir à ses plus proches voisins la cuisse et le cœur de l'élan sauvage tué 3 jours avant. Il tenait à la main sa canne ciselée d'encoche et un présent. Tandis qu'il allait, une branche tomba, se décrochant d'un grand mélèze qui mourait doucement. Puis un cri de corbeau déchira le ciel vers son campement. Il claqua les pieds et haussa l'allure, son enfant allait bientôt naître. Les arbres défilaient entre les bois du renne, et dans un demi-rêve, Matvei se crut à cheval sur un mélèze, poursuivant Kelgen, l'élan au grand bois qui cache chaque nuit le soleil sous son ventre. Quand il arriva, la vieille installée chez eux pour aider à la naissance était déjà à l'œuvre.
Ce sera long, l'enfant va sortir d'une étrange forêt, d'une étrange façon, il ne fait rien comme les autres. » Ce remue-ménage fatiguait la mère et décontenançait la vieille. Elle ajouta que le vieux chaman avait peut-être raison, un autre fou guéri arrivait, qui connaîtrait lui aussi sa compagne sauvage, son Eyekil, pour enseigner son âme et protéger les siens. C'était peut-être ça la cause de tout ce galop dans la poche de la mère, le grand embrasement. Le père ne put s'empêcher d'associer les paroles de la vieille, la chasse, l'offrande qu'il venait de faire et sa rêverie dans les bois. L'enfant qui allait venir était sans aucun doute avec sa compagne sauvage. Celle qui apparaît sous les traits d'un élan et vient rechercher le chaman au moment de sa mort. Comme une jeune mariée monte un renne en transportant sa dot, l'âme qui arrivait apportait sa vie en alliance avec les vivants. La vieille marmonnait des incantations à Bayi Bayanai, l'esprit de la forêt. La mère soufflait fort. Le chasseur tournait dans la cabane comme un grand tigre de Sibérie dans une fosse. Dans sa poche, le petit Afanassi, ce serait son nom de garçon et d'homme oiseau, se retournait comme on retourne le lait koumis dans la poche Chorun. Sa compagne sauvage lui enseignait comment se faire semblable à la grive obscure et franchir une comble de ses propres ailes. Elle mettait sa patte pour lui faire peau et corps solide, armé pour la course en sabots et le chevaucher dans les bois. Elle l'initiait au sifflement, au cri du faucon, comment jouer de l'âme et de l'aile. Elle lui donnait leçon de guimbarde et premiers rudiments de tambour. Son Eyekil lui dit encore comment traverser l'Oibon, le trou dans la glace, comment entrer en relation avec un esturgeon et aller dans un corps de poisson, comment guider le départ d'une âme dans l'eau. Elle lui dit haut et fort pour qu'il n'oublie jamais que les humains et les animaux étaient tissés de même essence et qu'il en ferait lui-même l'expérience par le rêve. Elle lui montra 2 rangées de poteaux surmontés d'oiseaux de bois pour plus tard mettre ses vols en scène. Elle lui montra enfin comment, le moment venu, il se ferait un costume digne de sa fonction, comment bâiller, comment se taire, tirer à l'arbalète sur un homme-esprit, inventer des formules, monter les holox, les paliers de ses voyages, et vivre comme un Naujun, un chaman. D'un coup, il cessa de se démener. La vieille profita du moment opportun pour l'aider et soulager enfin la mère. Afanassi sortit sans un cri dans ses mains, et les yeux ouverts entre 2 serviettes de copeaux, bouleau et saule pour parrain. Ainsi naquit le grand chaman Afanassi, qui sauva de nombreux chasseurs, guérit des milliers de malades et ramena les âmes. On chante encore ici sa sagesse qu'il avait, dit-on, héritée de son père. On loue encore sa gentillesse qu'il tenait, paraît-il, de sa mère. On se souvient toujours avec crainte et vénération de la puissance sauvage insufflée par sa compagne Eyekil au corps lumineux d'élan. Il avait l'âme d'un oiseau, né d'étranges forêts et d'étranges façons. Afanassi, comme l'écorce d'un bouleau, faisant nid à nos peines, il allait repêcher nos cœurs la nuit, tout seul avec ses mains, dans de longs couloirs sombres et sans lumière, faiseur de chance et sorte d'homme à crinière d'arbre et cri plus qu'humain. À demain.